Alors, qu'allons-nous apprendre à désapprendre aujourd'hui? Bonjour et bienvenue sur le podcast de Vie Healthy. Bonjour Émilie. Bonjour. Merci Émilie d'être parmi nous aujourd'hui. J'ai le plaisir de vous accueillir. Émilie, vous êtes accompagnante en sommeil et praticienne psychocorporelle basée à Bordeaux. Émilie propose un accompagnement global de sommeil en intégrant corps, esprit et énergie. Elle est certifiée en Yoga Nidra, Hatha et Yin Yoga, ainsi qu'en Reiki, en psychoanalyse. Elle propose une approche multidimensionnelle, sensible au trauma, adaptée aux besoins de chacun, et elle accompagne sur les troubles du sommeil, les périodes de transition de vie grâce à des outils comme la cohérence cardiaque, la médiation artistique, et j'ai vu que vous aviez aussi beaucoup d'autres outils dans votre sac. Elle est notamment la créatrice du programme Les Portes du Sommeil, dédié à l'aide à l'endormissement. Voilà, j'espère que je n'ai rien oublié. Merci beaucoup Ingrid pour l'introduction. La seule chose que je peux rajouter, c'est que je suis aussi sexologue et donc du coup, ça complète à peu près le panel de mes outils, D'accord. de ce que je souhaite aborder avec ma clientèle. En effet, vous pratiquez l'accompagnement holistique en sommeil. Qu'est-ce que recouvre exactement ce terme? Beaucoup de termes nouveaux et très tendance, le yoga nidra, hatha, yin yoga, reiki, psychoanalyse. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur votre approche, sur ce que ça représente pour vous? Oui, absolument. Alors moi, j'ai une approche, comme vous l'avez dit, multidimensionnelle et ça peut faire peur quand on dit multidimensionnel. En fait, ça veut simplement dire que j'aborde l'humain dans son ensemble. Pour moi, il y a 3 voire 4 corps qui sont à considérer. Il y a le corps physique qu'on a tous, qui est palpable. Il y a le corps émotionnel, où on peut stocker des émotions dans certaines parties du corps et du coup, ça peut bloquer certaines choses et faire qu'on se sente mal. Il y a le corps psychique ou mental, c'est équivalent. Et ensuite, il y a aussi le corps énergétique. Ce que j'aime, c'est pour accompagner chaque personne, c'est voir un peu l'état de fonctionnement de chacun de ces corps. C'est pour ça que je dis multidimensionnel. Et après, il y a forcément plusieurs outils qui vont permettre d'aller trouver ce qui se passe, de comprendre un peu et d'apporter des solutions ou de l'apaisement pour les différents corps. Donc pour le corps physique, par exemple, le yoga, au travers d'une pratique, on va dire, dynamique ou même plutôt posée, ça peut amener à connaître son corps, connaître où est-ce qu'on a des limites, des blessures, où est-ce qu'on a des tensions, par exemple. Donc là, on est vraiment porté sur le corps physique. Après, il y a toute la partie psychique. Donc là, on va plutôt partir sur le mental. Donc là, j'ai une approche, vous avez dit psychoanalytique, mais je suis formée en fait en psychanalyse et je suis psychopraticienne. Et donc, j'aborde ce corps-là par la pratique analytique. Néanmoins, j'oublie jamais le corporel et il y a toujours ce qu'on appelle des somatisations, c'est-à-dire que le corps, il amène aussi des informations physiques avec des maux de tête, par exemple, des maux de ventre. Et ça, c'est à prendre en compte pour le lien entre le psychique et le corporel, physique. Et après, il y a les autres corps. Le corps émotionnel, c'est pareil, il est aussi lié aux deux autres. C'est pas l'un plus, c'est vraiment l'ensemble. Et le corps émotionnel, lui, il peut se traiter encore par la pratique analytique, mais aussi par des pratiques corporelles. Donc, encore, je reviens au yoga, mais le yoga peut permettre sur certaines postures de libérer des émotions qui sont bloquées ou de comprendre des émotions qu'on n'avait pas compris. Il y a aussi la pratique, je ne sais pas si on l'avait cité, mais le Chinai Tsang, c'est une pratique de massage du ventre issue de la médecine traditionnelle chinoise qui permet de libérer des émotions, tout ce qui est bloqué dans l'abdomen, tout simplement. Et puis après, plein d'autres techniques plutôt par la parole qui peuvent aussi libérer des émotions et par le ressenti de laisser bouger ses émotions dans le corps. C'est pour ça que je dis que tout est lié. Et enfin, le corps énergétique. Et là, j'utilise notamment la pratique du Reiki pour accompagner ce corps-là. Voilà, je ne sais pas si c'est plus clair et si on voit un peu mon approche. Bien sûr, j'adapte à chaque personne que j'ai en face de moi en fonction de la compréhension que la personne a de chacun de ses corps. Merci, oui, en effet, c'est beaucoup plus clair et c'est intéressant de voir que toutes ces différentes techniques travaillent ensemble et non pas séparément, qu'il y a vraiment un côté holistique. Par rapport à votre parcours, en effet, c'est très multidimensionnel et j'avais remarqué que vous aviez été ingénieur auparavant, avant de vous tourner vers les soins holistiques. Ça me met la puce à l'oreille sur le pourquoi du comment vous avez finalement bifurqué vers la médecine holistique et est-ce que votre ancien métier vous influence aujourd'hui sur votre façon d'accompagner ou autre? Le pourquoi du changement de profession, pour pas faire très original, j'ai fait un burn-out à mon ancienne activité. Et puis, je me suis posé plein de questions. Moi, je suis quelqu'un qui est très tourné vers l'humain. Donc déjà, dans mon activité professionnelle en tant qu'ingénieur, j'organisais souvent les after-work. Je mettais du lien entre tout le monde parce que voilà, c'était mon petit truc à moi. Et je prenais plaisir à ça. Et à côté, j'avais tout ce côté que j'aimais bien, de rigueur, d'avancer les projets, etc. Donc ça, c'est ce que j'ai gardé de mon ancienne activité, la partie rigueur, la partie avancement des projets par étapes, décortiquer les choses. Et c'est vrai que quand j'accompagne mes
patients maintenant, j'aime expliquer ce qui se passe. C'est pas tout flou. Voilà, je leur explique où est-ce qu'on en est, pourquoi on fait ça et je décortique. Alors ça, je pense que c'est un reste de mon ancienne activité. Et puis, tout le côté humain, je l'ai plus développé et le rapport à l'autre, je l'ai encore plus développé maintenant. Comment se déroulaient des séances avec vous? Est-ce que vous avez des séances types? Comment est-ce que vous adaptez finalement vos séances à chaque profil? Et aussi si vous avez des retours d'expérience à nous partager, s'il y a des transformations particulières que vous avez remarquées? Alors, ça va dépendre de la problématique pour laquelle la personne vient me voir. Donc, comme je le disais, j'aborde tout ce qui est trouble du sommeil, mais aussi l'approche pour tout ce qui est trouble de la sexualité ou du relationnel, c'est lié. Comme exemple sur le trouble du sommeil, parce que c'est ce que j'ai plus en bagage jusque-là. Typiquement, quelqu'un qui vient me voir, déjà, on va faire un premier rendez-vous où on va essayer de comprendre quelle est la problématique de sommeil. Dans le sommeil, on peut avoir de l'insomnie, on peut avoir des troubles qui sont plus vieux, plus anciens avec des cauchemars récurrents, ou on peut avoir quelque chose de bien plus récent qui est lié à des problèmes d'endormissement parce qu'il y a un stress ponctuel sur un moment de vie particulier. Donc déjà, la première chose, ça va être de comprendre la problématique sous-jacente du trouble du sommeil et puis ensuite de comprendre la plainte de la personne parce qu'il y a des personnes pour une même problématique vont avoir une plainte différente. Il y en a beaucoup, ça va être je me réveille pas avec un sommeil qui ne m'a pas semblé réparateur, donc je me réveille fatiguée. Pourquoi ? Et déjà, à partir de là, je vais commencer à comprendre quelle est la vie de la personne. Donc, je vais leur demander à quelle heure ils se lèvent, qu'est-ce qu'ils font le matin, qu'est-ce qu'ils mangent, quelle est l'activité, l'après-midi, le soir, le rituel d'endormissement s'il y en a un, comment se passe la nuit. Et puis, on va en arriver à savoir s'il y a insomnie ou pas. S'il y a insomnie, j'aborde ça avec une thérapie plutôt portée sur les comportements et les croyances. S'il n'y a pas insomnie, ça va être plutôt avec l'approche analytique, où on va partir sur des questionnements un peu plus ouverts. Voilà, déjà ça c'est pour la première idée. Et puis après, par exemple, si je peux donner sur un retour que j'ai pu avoir, j'ai une personne qui se plaignait de son sommeil, pas réparateur. On a fait tout le cheminement de ses journées, de ses nuits. Et puis, à force de questionnement, on s'est rendu compte qu'en fait, la problématique, elle n'était pas dans la nuit, puisque le week-end, il avait les mêmes nuits, mais il se réveillait et il avait de l'énergie. Et finalement, on s'est rendu compte, à force de discuter, que la problématique, elle était sur la journée et pas sur la nuit. C'est que son travail ne l'intéressait pas, il était démotivé. Et en final, on a réussi à voir que finalement ces nuits étaient réparatrices, on a enlevé quelques idées reçues et que c'était une problématique de journée et non de nuit qui affectait soi-disant ses nuits. Et puis finalement, il a changé de travail et puis ça va mieux. Donc il y a aussi tout ça à déconstruire, c'est qu'on a beaucoup d'idées reçues. Je pense que la première chose à faire, c'est vraiment de comprendre la problématique et on a tendance à beaucoup mettre sur le sommeil des choses alors que c'est juste un symptôme souvent, des fois même pas la cause de la problématique. Merci Voilà. pour ce retour d'expérience. C'est très intéressant et en effet crucial d'avoir un sommeil réparateur. Et ça me mène à une autre question par rapport au rythme circadien dont on entend beaucoup parler. Souvent, on va entendre que chaque personne a besoin de 8 heures de sommeil, mais est-ce que vous croyez vraiment à ça ou est-ce que c'est possible qu'une personne puisse avoir un rythme circadien différent, par exemple dormir 3 heures la journée et couper son sommeil de manière fragmentée? Est-ce que vous voyez un sommeil réparateur est vraiment adapté à la personne? Alors déjà, je suis ravie de la question parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est encore issu de toutes ces croyances qu'on nous met un peu en tête. En fait, le 8 heures de sommeil, c'est plutôt une moyenne qui est recommandée parce que la plupart des gens, ça sera ça. Mais encore une fois, il y a 8 heures de sommeil, mais de quand à quand? Est-ce que c'est du 22h, 6h du matin? Est-ce que c'est du 23h, 7h ou encore décalé? Vous avez parlé du rythme circadien. En fait, le rythme circadien, il est propre à chacun. On a tous une horloge biologique interne qui est vraiment propre à chacun. Et la première chose à faire pour ça, c'est d'apprendre à définir son chronotype. Donc, pour définir son chronotype, vous pouvez trouver plein de choses sur Internet. Après, moi, j'ai mis une petite méthode en utilisant ce que j'ai pu recueillir qui m'intéressait. Mais il y a à savoir quand je fais mes nuits telles que je les fais, est-ce que je me réveille reposée ou pas? Si je me réveille reposée, bon, ça veut dire que le nombre d'heures a l'air OK. Si je me réveille pas reposée, déjà, on va commencer à se poser des questions. Est-ce que je dors trop? Est-ce que je dors pas assez? Et ça veut dire que là, il y a le nombre d'heures qui est peut-être pas juste. Ou c'est peut-être pas lié au nombre d'heures, mais bon, voilà, c'est un premier indice. Après, il y a des outils aussi qu'on peut trouver, notamment sur Internet, qui permettent de savoir si on est un petit, moyen ou long dormeur. Un petit dormeur entre 5 et 7 heures, un moyen dormeur entre 7 et puis 9 heures, et puis au-delà, on a les grands dormeurs. Et ça encore, c'est propre à chacun. Il y a des personnes qui ont besoin de plus de sommeil que d'autres. Donc le 8 heures, moi, il me plaît pas trop. Je trouve que c'est trop généraliste. Et puis effectivement, ça peut mettre en difficulté des personnes qui rentrent pas dans ce contexte général et qui vont se dire je suis pas normale, alors que si elles sont normales à leur façon.
Donc, il y a ça à prendre en compte. Et puis après, il y a aussi donc ce rythme circadien qui va dire à quel moment de la journée je suis la plus efficace. Il y a des personnes qui vont être du matin, des personnes qui vont être de journée, des personnes qui vont être du soir. Et encore ça, c'est différent pour tout le monde. Donc, il y a tout ça à prendre en compte pour définir quel type de dormeur on est. Une fois qu'on a défini ça, là, on peut commencer à parler sommeil et tout le reste. Et ça, c'est vraiment la base. Donc, merci pour la question. Et ça vaut le coup de se pencher dessus quand on a un problème de sommeil. Par contre, si tout va bien, ça sert à rien de chercher, ça veut dire que tout va bien. D'accord. Est-ce que c'est possible d'avoir, par exemple, 2 heures entrecoupées tout au long de la journée, d'avoir, par exemple, 8 heures ou 7 heures, mais si, admettons, une personne est de la matinée plus de la nuit, 2 heures par-ci, 2 heures par-là? Effectivement, alors ça encore, c'est autre chose. C'est vrai qu'on nous conseille de dormir d'affilée, mais ça, c'est selon moi plus pour rentrer dans ce contexte sociétal qui veut que on travaille la journée, on dort la nuit. Si on remonte à l'époque des cavernes, il y avait des veilles pour pas mourir. Donc, effectivement, les gens, ils dormaient pas d'un sommeil d'une traite. Donc, effectivement, c'est possible que le sommeil soit découpé. Après, il est intéressant de prendre en compte les cycles. C'est-à-dire qu'un cycle de sommeil, il est à peu près d'une heure 30, 90 minutes. Encore, ça dépend de chacun, mais c'est la moyenne. Et donc, c'est intéressant peut-être, si le sommeil est fragmenté, mais avoir au moins 2 cycles de suite, par exemple 3 heures. Là, on sait qu'on fait 2 cycles. Et puis, il y a aussi toute cette notion dans les cycles de sommeil, c'est qu'en début de sommeil, donc sur les 2 premiers cycles, c'est là où on va avoir la majorité du sommeil réparateur, donc le sommeil lent profond, qui va venir réparer plutôt physiologiquement. Et puis, sur les derniers cycles, c'est là où on aura plutôt le sommeil paradoxal. Donc, quand on a un sommeil d'affilée, tout va se jouer. Si on fragmente le sommeil, ça va être un peu différent aussi. Donc, il y a tout ça qui est à avoir en tête. Et encore une fois, c'est différent à chacun, mais il n'y a rien qui est mauvais tant qu'on se sent bien. Donc, c'est possible d'avoir un sommeil fragmenté. Ça dépend aussi du travail qui est pour chaque personne, du quotidien, de la vie. Et il y a des gens qui ont un sommeil fragmenté parce qu'ils ont une activité qui ne leur permet pas d'avoir un sommeil continu. Et c'est OK, tant que les personnes y trouvent leur équilibre. Et Ok. après, il y a toutes les questions de sieste, mais voilà, on pourrait discuter encore des heures. Oui, il y a énormément de choses à savoir et à connaître du sommeil, c'est fascinant. En plus de ça, vous avez créé un programme en ligne qui s'intitule Les Portes du Sommeil. Et je me posais la question de quelle porte est-ce que vous proposez d'ouvrir précisément? Est-ce que vous avez une clientèle cible ou des profils types pour ce type de programme? Pour la clientèle cible, alors au début, je l'avais fait très large parce que je voulais vraiment proposer ce programme à toute personne qui avait un trouble à l'endormissement. Et quand je parle d'endormissement, on a l'endormissement en début de nuit, mais aussi le réendormissement en cours de nuit. Donc là, on peut traiter 2 types de problématiques. Donc, c'était pour tout ce qui était du stress temporaire, comme je le disais, où là, on n'arrive plus à s'endormir, ou tout ce qui va être du cauchemar qui va réveiller en pleine nuit. Puis, c'est dessiner une clientèle cible autour de la périménopause et de la ménopause. Et en fait, c'est un sujet qui m'a beaucoup touchée parce que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de femmes dans ces périodes-là qui se retrouvaient seules, sans information, avec un sommeil complètement perturbé. Alors, il n'y a pas que ça qui est perturbé dans ces périodes-là, mais beaucoup. Et puis, dans mon programme, on ouvre 5 portes. Donc, on apprend à se connaître, on apprend à comprendre qui on est au travers les différentes portes, jusqu'à aller à l'autonomie dans la gestion du sommeil en toutes circonstances. L'idée, c'est qu'on a tellement appris à se connaître, à comprendre ses particularités, qu'à la fin, on est prêt à assumer si on a un trouble du sommeil dans sa vie, peu importe le trouble, parce qu'on saura de quoi ça parle. On l'a déjà vu dans le programme. Donc voilà, c'est tout plein de portes qui vont permettre d'apprendre à se connaître, comprendre ses particularités. Après, il y a tout ce qui est autour de l'hygiène du sommeil, bien sûr. Je rentre dans la compréhension des cycles du sommeil, l'hygiène, mais toujours porté sur soi. Et dans l'hygiène du sommeil, il y a l'environnement de sommeil. Il va y avoir qu'est-ce qu'on a comme rituel au réveil, à l'endormissement. Et tout ça, c'est très personnel. Donc voilà à peu près ce que je propose dans ce programme. Aussi, vous avez beaucoup de ressources et je voulais savoir si toutes ces différentes méthodes, par exemple le Reiki, les différents types de yoga, toutes vos approches répondent à la même question, ou comment vous les mettez en œuvre, ou comment vous choisissez que telle technique fonctionne mieux avec telle personnalité, ou est-ce que c'est la personne qui vient vers vous sachant déjà ce qui ou elle lui convient? À peu près de tout. Souvent, si on vient pour une problématique, que ce soit d'ordre sexologie, sommeil, etc., je vais pas commencer par les approches autour du yoga parce que j'attends de voir un peu la sensibilité de la personne aux différentes techniques que je propose. Je commence déjà par tout ce qui va être plutôt de la discussion, comprendre les problématiques. Et comme je le disais tout à l'heure, s'il y a insomnie, j'oriente vers les croyances et comportements. Par contre, si c'est plus profond, là, ça peut ouvrir à tout le panel de ce que je propose. Et encore une fois, si c'est quelqu'un qui a besoin de quelque chose de dynamique, que ce soit dans l'oral ou dans le physique,
je vais m'adapter. Si c'est quelqu'un, au contraire, qui a besoin de se poser, de se retrouver, je vais m'adapter parce que dans les yogas aussi que je propose, il y a ces différentes approches. Et puis, il y a aussi, je le disais, le Chinatsu qui permet de la libération émotionnelle. Et là, la personne, elle a juste à attendre que je fasse le travail et ressentir. Donc, encore une fois, ça va dépendre. Et puis, pareil, en termes de libération émotionnelle, il y a vraiment beaucoup de techniques qu'on utilise en psychologie que je peux utiliser plutôt par la parole ou par des sortes de méditation, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment en fonction de la sensibilité de chacun et du besoin de chacun. Et il y a simplement des personnes qui viennent me voir en me disant, mais moi, j'ai besoin de retrouver de la mobilité dans mon corps. Et là, je vais direct aller sur du yoga, mais des fois, ça peut aussi remigrer sur, OK, mais vous avez besoin de mobilité dans votre corps. Donc, même pendant les séances de yoga, si elles sont personnalisées, on peut discuter et on peut repartir vers le corps psychique et émotionnel. Peu importe la porte que la personne ouvre en premier, à chaque fois, on va quand même repartir vers les autres corps, mais j'adapte toujours à la sensibilité de chacun. Ce qui est très important pour moi, alors, outre le fait que vraiment tout le monde est différent et que ça vaut vraiment le coup de se pencher sur soi et pas écouter les généralités, même si elles sont intéressantes, hein, mais vraiment se pencher sur soi, ça c'est la base. Tout ce qui est symptômes physiques, donc que ce soit un trouble du sommeil, un trouble de la sexualité, quelque chose d'émotionnel qui ressorte, etc. Ne pas s'arrêter sur ce symptôme-là, toujours aller un peu plus en profondeur, à se demander pourquoi j'ai ce symptôme, pourquoi il est situé ici dans mon corps, pourquoi ça arrive à cette heure-là, etc. Parce que souvent, c'est vraiment juste un symptôme et le corps parle. Et c'est ça qui est important pour moi, c'est d'écouter son corps pour aller chercher la source et puis vraiment se sortir des situations qui peuvent être un peu pénibles dans la vie. Ma mission, alors, elle serait de guider mes clients vers un mieux-être intérieur et extérieur. Un mieux-être intérieur qui se verra forcément à l'extérieur. Merci encore. Eh bien, merci de m'avoir donné l'opportunité d'interagir avec vous. C'était vraiment un plaisir. Merci beaucoup, Émilie.